Je ne vous cache pas que je suis très ému. J'ai même envie de ne pas lire cette locution et de demander à Madame la vice-présidente de me prêter le sien. Mais comme je vois beaucoup d'amis ici, que je n'ai pas vus depuis longtemps, je vais quand même me résoudre à lire ce que j'ai écrit. Monsieur le recteur chancelier des universités de Paris, Monsieur le président de l'Université de Paris en Sorbonne, Mesdames et Messieurs les présidents des universités françaises et tunisiennes, Messieurs les professeurs, chers étudiants tunisiens, honorables invités, chers amis français, que vous êtes nombreux et que ça me renforce pour éviter ma timidité, tout le monde sait qu'elle est habituelle. Mesdames et Messieurs, c'est avec réellement une grande émotion et avec beaucoup de plaisir que l'ancien étudiant de la faculté de droit de Paris s'adresse à vous aujourd'hui en tant que président de la République tunisienne. Je voudrais saluer mon ami, ça fait longtemps, Jean, je ne t'ai pas vu, mais un homme qui, dans les circonstances les plus sombres de l'histoire de nos relations, a failli payer de sa vie. A failli payer de sa vie son amitié pour la Tunisie et pour les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Je te salue, Jean-Daniel. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre discours et c'est avec beaucoup de reconnaissance et d'humilité que j'accepte le titre de docteur honoris causa dont vous m'attribuez les insignes. En m'honorant de la sorte, le Conseil de l'Université de Paris à Sorbonne rend en vérité hommage à la Tunisie nouvelle, pays de la Révolution, de la liberté, de la dignité et de la justice sociale, pays qui a fait de l'éducation et de la science son credo et de l'intelligence sa vraie richesse. Dès les premières années de l'indépendance, la Tunisie a investi dans l'éducation. Une éducation pour tous, gratuite, de qualité, sans discrimination entre les garçons et les filles et ouverte sur les langues et les cultures. Après la démocratisation de l'enseignement, nous voilà aujourd'hui confrontés au défi de la qualité et de l'adéquation entre la formation et l'emploi. C'est avec nostalgie et reconnaissance à mes maîtres que je retrouve aujourd'hui ce haut lieu de la science et du savoir. 63 ans après l'avoir quitté en juillet 1952 pour retrouver mon pays et exercer la profession d'avocat et surtout pour reprendre la lutte de libération nationale sous le leadership du président Bourguiba et de ses compagnons, issus pour la plupart de cette prestigieuse université. C'est le 20 mars 1956 que la Tunisie a acquis son indépendance, d'un commun accord entre les deux pays. Ce n'est pas rare, mais c'est arrivé. Depuis nos deux pays, la Tunisie et la France ont su panser les blessures de l'ère coloniale et s'engager résolument dans des relations privilégiées, notamment en matière scientifique et universitaire, dans un esprit d'intérêt bien compris. Nos relations sont aujourd'hui exemplaires et ma présence aujourd'hui parmi vous en est un symbole significatif. Après le recouvrement de la souveraineté nationale, celle de l'édification d'un État moderne et respecté, la Tunisie vient de réussir de manière quasi exemplaire le défi de la transition démocratique. Mon pays s'est débarrassé, je le pense, à jamais de l'autoritarisme. Il est fier d'avoir une constitution moderniste, élaborée par une Assemblée nationale constituante librement élue. Les chapitres de notre constitution
relatifs aux droits et libertés répondent aux standards internationaux les plus évolués en la matière. Par ailleurs, la Tunisie a organisé en l'espace d'à peine 3 mois des élections législatives et présidentielles dont les résultats ont été acceptés par tous et dont les observateurs internationaux ont reconnu le sérieux, la liberté et la transparence. Cette démocratie naissante est exceptionnelle dans notre environnement géostratégique. Elle est aujourd'hui menacée par le terrorisme qui s'est attaqué principalement à notre modèle de société et à nos références culturelles. Mesdames et messieurs, cette cérémonie solennelle me replonge dans mes années de jeunesse à la faculté de droit de Paris depuis octobre 1949. Après des études primaires et secondaires au Collège Sadiki, fondé par le grand réformateur tunisien Khaireddine Becha en 1875, et où l'élite tunisienne a acquis une solide culture arabe et française, c'est au cours de ces années parisiennes que je me suis imprégné des principes fondamentaux du droit français, et je salue tous les professeurs qui ont pu être peut-être mes élèves, mais leurs parents ont été mes professeurs, je les salue. C'est au cours de ces années donc parisiennes que je me suis imprégné des principes fondamentaux du droit français et de la justice en suivant les cours d'éminents professeurs. Henri Lévy-Bruhl, le grand Lévy-Bruhl, Jean Escara, Julio de la Morandière, qui était le doyen de la faculté de droit à cette époque-là, et bien d'autres que je ne veux pas tous citer parce que ça va nous prendre toute la cérémonie. C'est au cours de ces années que je me suis engagé dans le combat politique syndical, ici, en France. Et c'est dans cette capitale des Lumières que j'ai rencontré pour la première fois Habib Bourguiba, le grand leader de la Tunisie, parce que j'étais le camarade de son fils, Habib Bourguiba Junior, qui était évidemment étudiant avec moi dans la même année à la faculté de droit de Paris. Et chose qui m'a le plus impressionné, c'est que le président Bourguiba est venu nous rendre visite en 1950. Et il a tenu à venir à la faculté ici, de droit à Paris. Chose curieuse, nous avions le même professeur de droit pénal, le professeur Huguenet. C'était son professeur. Il a été très heureux de le rencontrer comme étant les professeurs de la génération à laquelle nous appartenions. En effet, dès le premier jour de l'indépendance, j'ai eu l'insigne privilège de travailler sous sa direction. J'ai été plusieurs fois ministre. Ce n'est pas une prouesse. Et c'est lui qui m'a accrédité en tant qu'ambassadeur de Tunisie à Paris dans les années 1970. J'ai eu le grand privilège d'être ambassadeur accrédité auprès du président Georges Pompidou, qui, à mon avis, était un grand homme et un homme de culture, puisqu'il sortait de la rue d'Ulm, comme beaucoup peut-être d'entre vous qui sont ici présents. J'ai voulu apporter ma contribution modeste au raffermissement des liens qui s'étaient tissés depuis des siècles entre nos deux pays et nos deux peuples. Mesdames et messieurs, suite à la révolution de décembre 2010 et janvier 2011, j'ai dû interrompre ma retraite politique commencée depuis 21 ans. Et j'ai répondu à mon devoir. J'ai accepté d'être Premier ministre et me suis engagé à mener à son terme la première phase de la transition démocratique. Le pays était encore en ébullition révolutionnaire. Il fallait donner des signes forts, agir fermement et rapidement dans le sens de l'apaisement et de la transition démocratique. L'objectif principal de mon gouvernement de l'époque était l'organisation des élections libres d'une assemblée constituante dans les délais les plus brefs. J'ai été nommé le 6 mars 2011 et je voulais que les élections se tiennent le 14 juillet de la même année. Mais évidemment, les circonstances ont voulu de proroger ce délai parce que pour la première fois en Tunisie,
nous avons fait des élections qui étaient dirigées par une commission tout à fait indépendante. C'est la première fois que le ministère de l'Intérieur n'organisait pas les élections. Je l'avais fait quand j'étais ministre de l'Intérieur, mais j'étais très heureux qu'une commission qui m'a donné beaucoup de peine et dont le président était ici, avait présidé aux destinées de ces élections qui se sont passées, me dit-on, avec beaucoup de succès, parce que l'autorité n'était pas intervenue. Je crois que vous pouvez en témoigner. J'ai justement accordé de la logistique, mais c'est tout. Mais j'ai accepté les résultats des urnes. Et c'est comme ça que nous avons eu... Je n'étais pas très heureux, mais les mouvements qu'on appelait de cette époque-là les islamistes, qui ont réussi les élections, mais nous leur avons accordé toutes les facilités pour prendre la suite. Et j'ai même organisé une cérémonie exceptionnelle en leur honneur, en leur remettant les clés de la cité, comme on dit. Et évidemment, après 3 ans, j'étais obligé de revenir. Mais j'ai entre-temps fait un parti. Je ne voulais jamais faire de parti. J'ai tellement participé au parti unique pendant des dizaines d'années que je ne veux plus entendre parler de parti, mais quand même, j'étais convaincu, on m'a convaincu de m'y soumettre parce que c'était la seule forme que le droit acceptait pour faire de la politique dans mon pays. Mais dans mon travail, j'ai toujours associé l'ensemble de la classe politique et civile pour promulguer les lois relatives aux libertés et surtout pour doter le pays d'une loi électorale favorisant la participation de toutes les tendances politiques et surtout assurer la parité entre les hommes et les femmes. Ils me l'ont bien rendu, puisque on dit en Tunisie que je suis l'élu des femmes. Et c'est vrai. J'ai été élu par 1 200 000 femmes tunisiennes. Sinon, peut-être que je n'aurais pas l'honneur de recevoir le titre de docteur honoris causa que cette faculté m'ont bien voulu m'accorder. Au même moment, il fallait déployer un effort pédagogique immense pour expliquer au peuple que pour protéger la révolution, il fallait sauver l'État. Et Dieu merci, mon message a été compris par la majorité, chose qui n'était pas évidente dans un contexte où régnait une extrême confusion, aggravée par la montée des surenchères de toutes parts et l'accueil de plus d'1 million de réfugiés libyens qui étaient nos voisins et qui, eux, faisaient leur révolution. Et je ne sais pas si nous avions bien fait, nous avons tout fait pour que cette révolution réussisse. Bien entendu, nous voulons que le régime qui est resté 40 ans en Libye disparaisse. Il a disparu dans de très mauvaises circonstances, je le regrette, parce que tout homme a besoin de respect, même surtout après sa mort. Concomitamment, il fallait affronter les urgences sociales, sécuritaires et économiques. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation de participer au sommet du G8 à Deauville, à l'invitation de la France. J'ai plaidé pour la cause de la Tunisie auprès des puissances industrielles et organisations financières internationales pour soutenir notre transition vers une démocratie stable. C'est lors de cette même rencontre que j'ai contesté, il m'arrive de contester, la formule en vogue du printemps arabe en affirmant qu'il n'y a pas de printemps arabe, mais un début de printemps tunisien. Et si ce printemps se confirme en Tunisie, alors peut-être nous pouvons rêver d'un printemps arabe. À cette époque, le printemps tunisien n'était pas encore confirmé, et même aujourd'hui, que nous avons fait un grand pas dans
le système démocratique, je ne pense pas que notre printemps est tout à fait confirmé parce que nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. Bien sûr, au milieu du gué, on ne change pas de cheval, mais au milieu du gué, où on continue vers l'autre berge, où malheureusement on régresse. Et si jamais il nous arrive de régresser par malheur, à ce moment-là, ça sera fini de la démocratie dans les régions auxquelles j'appartiens. 4 ans après, le chemin est encore long. Plusieurs sociétés arabes sont aujourd'hui menacées d'effritement. La Libye voisine, le Yémen, la Syrie, l'Irak. En Tunisie, nous avons réussi à organiser au cours de la même année où avait eu la révolution des élections démocratiques, honnêtes, libres et transparentes. Nous avons réalisé la première alternance pacifique au pouvoir en octobre 2011 déjà. Une assemblée constituante a été élue et malgré de nombreux problèmes de parcours, nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir cette constitution du 27 janvier 2014. Ce n'était pas le premier projet. Le premier projet était déjà ficelé par l'équipe qui était au pouvoir, mais nous avons refusé. Et la société civile tunisienne nous a fait honneur en marchant contre ce projet de constitution pour aboutir à une nouvelle constitution. C'est le seul cas peut-être dans le monde, une constitution votée par le législatif de l'époque, c'était la constitution, mais on est revenu là-dessus et nous avons aujourd'hui une constitution qui est approuvée par la plus grande majorité de l'Assemblée constituante, 200 votes sur 216. Et maintenant, c'est une constitution de compromis. Toutes les constitutions de compromis ne sont pas l'idéal, mais en tout cas, ce n'était pas une constitution de compromission. On aurait pu être tout autre susciter la vigilance des forces démocratiques et de la société civile, notamment des femmes tunisiennes qui ont marché dans la rue contre cette constitution. Lorsque j'ai accompli ma mission et remis le pouvoir aux vainqueurs de l'époque, aux vainqueurs on n'est jamais vainqueur tout le temps, n'est-ce pas? Je pensais enfin prendre ma retraite, et cette fois pour de bon. Mais les circonstances tragiques qu'a connues la Tunisie m'ont obligé à reprendre l'initiative et à redonner vie au projet de transition démocratique, notamment par un rééquilibrage du paysage politique. La fondation d'un parti s'est imposée en raison de l'échec des tentatives de fédération des différents partis qui s'étaient présentés en ordre dispersé aux élections de 2011 et qui n'ont récolté malheureusement que des miettes. C'est ainsi que le destin a voulu que je me retrouve à la tête d'un vaste mouvement de résistance civile pour faire échec aux ambitions hégémoniques, pour défendre le modèle sociétal tunisien tel qu'il a été façonné par notre histoire, défendre notre islam fondé sur les valeurs d'ouverture et de tolérance, stopper les tentatives d'exclusion politique d'une frange entière des Tunisiens au nom de la rupture avec le passé. Je voudrais me permettre de faire une remarque, si vous voulez, mettez-la sur le compte de la digression. Ici, on confond toujours islamisme et islam. Ce sont deux choses diamétralement opposées. L'islamisme est un mouvement essentiellement politique qui instrumentalise l'islam pour des objectifs de pouvoir en utilisant la violence. L'islam, c'est une religion d'ouverture, c'est une religion de tolérance. Il y a un verset du Coran qui dit implicitement, en s'adressant aux non-croyants, du point de vue des islamistes, vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. Vous avez votre Dieu, il est le même. Vous voulez prier pour votre Dieu et moi je veux prier pour le mien. Mais nous pouvons tous les deux
cohabiter et vivre ensemble. Et la Tunisie s'est enorgueillie d'être le peuple en majorité, le peuple musulman, mais nous avons parmi nous des Tunisiens qui sont aussi de croyance hébraïque. Nous sommes le pays qui a la communauté israélite la plus ancienne du monde et qui sont encore là depuis 2500 ans. Alors cette œuvre qui a été menée avec conviction et détermination a montré que la société tunisienne, grâce à ses élites, grâce à ses femmes, grâce à sa jeunesse et à l'ancrage profond de ses organisations nationales, à savoir l'Union des travailleurs tunisiens, le GTT, l'Union des patrons, au fond, l'industrie du commerce, l'UTICA, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et le Conseil de l'ordre des avocats, est toujours capable de reprendre en main ses destinées et corriger l'histoire au présent. Aujourd'hui, la Tunisie est dotée d'une assemblée législative élue pour 5 ans, d'un président élu au suffrage universel pour la même période et dispose d'un gouvernement de coalition. Pour la première fois qu'il y a un gouvernement de coalition, nous avons toujours eu un gouvernement d'un seul parti, un seul gouvernement, un seul président, une seule doctrine, etc. Maintenant, nous avons un gouvernement de coalition largement soutenu par l'Assemblée. La mise en place de nouvelles institutions constitutionnelles est en œuvre et dans quelques semaines, le nouveau Conseil supérieur de la magistrature verra le jour. Mesdames et messieurs, croyez-moi, c'est avec beaucoup d'humilité que j'assume la direction du pays aujourd'hui. Et j'avais annoncé bien avant les élections que le parti que je présidais ne gouvernera pas tout seul, même s'il obtenait une majorité absolue. J'ai toujours clamé haut et fort la patrie avant les partis. J'ai veillé au respect de cet engagement au lendemain des élections. Je suis convaincu que la Tunisie doit être gouvernée par tous ses enfants dans la diversité de leurs opinions et obédience. Une seule condition est exigée, la mise en avant des intérêts supérieurs de la nation. La leçon tirée de ma longue expérience au service de l'État est que la gouvernance intelligente est celle qui consiste à anticiper le cours de l'histoire et à ne pas hésiter ou s'arrêter à mi-chemin. Chaque fois que la Tunisie a douté d'elle-même et que ses dirigeants ont hésité, elle a régressé. Cette conviction que j'ai clairement exprimée sur les pages du journal Le Monde, que vous rappelez, Madame la vice-présidente, lorsque j'étais ambassadeur ici même à Paris, à la veille de mon départ. Je préfère le mot de départ, pour ne pas dire de ma démission. J'aime pas beaucoup le mot de démission. On ne démissionne jamais. En janvier 1972, j'avais considéré alors que le pays a raté sa chance d'entreprendre les réformes politiques nécessaires. Mais m'adressant directement au président Bourguiba, pour lequel j'avais le plus grand respect et que j'ai encore le plus grand respect, lorsque vous ne faites pas vous-même la révolution, d'autres la feront à votre place. Aujourd'hui, notre responsabilité n'en est que plus grande, parce que les ambitions de notre peuple le sont aussi. Nous évoluons dans un contexte extérieur et intérieur difficile et faisant face à un terrorisme aveugle qui n'a ni nationalité ni religion. Nous œuvrons pour raffermir l'unité nationale, la réconciliation et les formes nécessaires pour doter l'État des institutions qu'il faut pour un fonctionnement démocratique et pour être en phase avec les principes de notre nouvelle Constitution. Nous œuvrons pour redresser l'économie et surtout pour répondre aux aspirations de notre jeunesse, à l'épanouissement par le travail et la liberté. Nous sommes déterminés à ancrer notre modèle de société et à l'immuniser, à sécuriser notre parti contre le fléau de la violence et du terrorisme pour pérenniser le printemps tunisien. À ce moment-là, oui, on pourra parler d'un printemps tunisien. Pour cela, nous comptons beaucoup sur nous-mêmes,
mais aussi sur le soutien de la communauté internationale et celui de la France, ce pays ami, qui est notre premier partenaire. C'est également en France que réside une dynamique communauté tunisienne la plus importante vivant en dehors de nos frontières. En relevant les défis de la démocratie et du développement, nous sommes convaincus que nous participons à une œuvre de civilisation fondée sur les principes universels du droit, principes que j'ai assimilés sur les bancs de cette prestigieuse université que fréquentent toujours des centaines d'étudiants et de chercheurs tunisiens et dans laquelle enseignent également plusieurs universités tunisiennes. J'accorde personnellement une grande attention à la coopération scientifique et universitaire et formule l'espoir de voir les rapports entre l'Université de Paris et les universités tunisiennes se consolider et se diversifier. Mesdames et messieurs, permettez-moi de replacer le partenariat entre nos deux universités dans un cadre encore plus large, celui d'un espace euro-méditerranéen de l'enseignement et de la formation. L'Europe a besoin de la vitalité de la rive sud de la Méditerranée pour renforcer sa compétitivité et ses capacités d'innovation. Les jeunesses des deux rives ont besoin de mieux se connaître pour repousser ensemble les frontières de la connaissance et pour abattre les murs de l'obscurantisme. Alors, de cette tribune que vous m'offrez, de ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, j'appelle à la mise en place d'un programme euro-méditerranéen d'échange et de partenariat à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, un programme de l'ampleur et avec une ambition et des moyens comparables à celui que lançait l'Europe en 1987, le programme Erasmus. Un programme dont l'objectif serait de construire et de renforcer un espace de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation, de l'insertion professionnelle, un programme dont l'objectif serait de promouvoir la mobilité des étudiants et des enseignants, des apprentis et des formateurs. Car c'est ensemble que nous pourrons construire une vision commune de nos destins et de nos besoins. Pour co-investir, il faut au préalable co-former. C'est en favorisant la mobilité des cadres que nous pourrons construire les normes communes, les bases de notre espace économique. De nombreuses initiatives existent déjà, exemplaires parfois, telles le programme Nouvelle Chance, mais insuffisantes et souvent dépassées par les mutations profondes que connaît la région. Et nous ne nous trompons pas. N'attendons pas que ces mutations soient achevées pour construire un cadre de coopération adéquat, mais travaillons ensemble à ce que ces mutations se fassent dans l'intérêt commun. Je ne suis pas sans ignorer les difficultés liées à la mobilité, mais des solutions existent lorsque la volonté et la vision se conjuguent. L'Université de Paris-Dauphine dispose d'un campus à Tunis. D'autres peuvent suivre. Des mutualisations sont possibles. Les mobilités peuvent s'effectuer dans des directions multiples. Les seules limites sont celles de notre imagination. Ce programme dans lequel Léon l'Africain, peut-être, ferait l'écho à Erasme de Rotterdam, pourrait être promu conjointement par nos deux pays auprès de l'Union européenne, de l'Union du Maghreb arabe, de l'UNESCO et de l'ensemble des pays concernés. Et pour commencer, pourquoi ne pas envisager la création d'une chaire localisée à la fois à Paris et à Tunis et portant sur le développement inclusif et durable dans l'espace euro-méditerranéen. Nombre de défis auxquels nous avons à faire face, transition démographique, transition numérique, changement climatique, ne peuvent être traités que dans le cadre d'une vision globale. À l'heure où la France s'apprête à accueillir la conférence de Paris, Climat 2015, ce serait une première pierre dans la construction de cette vision commune. Mesdames et messieurs, notre mission fondamentale est de permettre à la Tunisie de rejoindre le rang des nations développées et de préparer nos jeunes aux exigences et défis de notre époque en leur donnant les moyens et les outils nécessaires pour réussir dans le monde d'aujourd'hui.
Dans cette entreprise, nous puisons notre détermination dans l'enthousiasme de cette jeunesse tunisienne et ses aspirations à un avenir radieux, et tirons notre inspiration des valeurs nobles et humanistes qui sont prônées depuis des siècles dans l'ancêtre de cette illustre université. Je ne saurais conclure, messieurs les présidents, mes chers amis, sans réitérer mes vifs remerciements à tous ceux qui sont présents ici et qui œuvrent à la pérennité de l'amitié tuniso-française et rendre hommage à l'université de la Sorbonne où j'ai fait mes études il y a 63 ans.